Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Garam Science. Donc, dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter la métrique spatiale. Donc, comment calculer la déformation de l'espace-temps dans le cadre de la gravitation disruptive. Donc, précédemment, nous avons vu les grandes lignes que en gravitation disruptive, la gravitation c'est une force capable de courber l'espace-temps. Et nous avions vu que en corrigeant la métrique de Schwarzschild de cette façon, on arrivait à un nouveau principe qui était l'invariance de l'énergie apparente du vide, qui finalement s'écrit sous la forme très simplifiée suivante, que la métrique spatiale, la partie spatiale de la métrique que l'on note GS, a pour déterminant 1 plus phi sur C2, le tout puissance moins 2. Alors, maintenant, on va essayer de trouver comment est-ce que l'espace-temps est déformé quand on a n'importe quelle distribution de matière. Donc cette métrique est vraie uniquement pour le cas où on a une masse ponctuelle qui déforme l'espace-temps. Parce que dans le cas d'une masse ponctuelle, on a forcément une déformation qui est radiale. Maintenant, si on n'a plus une distribution qui est ponctuelle, on peut avoir une forme différente. Et donc, on va utiliser le principe d'invariance de l'énergie apparente du vide pour calculer ça. Donc, comment fait-on? On part de cette métrique corrigée de Schwarzschild. Et en fait, ça représente quoi? Ça représente, pour la partie spatiale qui est écrite ici, que l'on met sous forme matricielle comme ceci, c'est simplement que si on a une masse ponctuelle à ce niveau-là, dans le repère ER, EU, EV, où ER est la direction radiale, alors l'espace-temps sera courbé, l'espace sera courbé uniquement dans la direction radiale. Ce qui est donc représenté par ceci. Donc, dans le repère EX, EY, EZ, qui est la base canonique, on va essayer de voir, on va établir donc la forme que prend cette métrique-là. Et nous allons voir qu'avec ça, on pourra donc facilement généraliser ça à n'importe quel type de distribution, de façon cohérente. Donc, les conventions sont les suivantes. ER, dans la base canonique, ses coordonnées sont R1, R2, R3. De même pour EU, on aura U1, U2, U3. De même pour EV, on aura V1, V2, V3. Alors, je rappelle que bêta est égal à plus 1 plus phi sur C2. Hop. Je vais effacer ça, et en fait, je vais vous montrer, pour simplifier les calculs, qu'on va écrire la matrice GS dans le repère RUV un peu différemment. Donc ça, on peut le réécrire comme étant l'identité, la matrice identité, que l'on note, qui est en fait 1 dans l'hexagonale et 0 partout. Je vais le laisser comme ça, j'aurais pu écrire I, mais bon, on va laisser comme ça. Et à ça, on va ajouter, donc, plus, entre parenthèses, bêta puissance moins 2, moins 1, le tout, fois la matrice suivante, 1 en haut à gauche, et des zéros partout. Alors ça, vous allez voir après que ça simplifie les choses. Donc si on fait un changement de variable de la métrique, comment est-ce qu'on l'écrit? On va écrire en fait que GS dans le repère EX, EY, EZ, c'est ceci. Donc, je vais l'écrire déjà la forme générale ici, je vais effacer ça pour gagner un peu de place. Donc GS dans la base canonique, c'est égal à une matrice de passage, GS dans RUV et la matrice de passage. Donc ça, c'est la matrice de passage de RUV vers, de la base canonique vers RUV, et là, c'est la transposée qui est en fait la matrice de passage de RUV vers la base canonique. Alors, les matrices de passage, comment elles s'écrivent? Donc avec les notations précédentes que j'avais écrites, c'est-à-dire que ER est égal à R1, R2, R3, eh bien, j'ai la matrice de passage P qui va s'écrire P est égal à, hop, donc c'est R1, R2, R3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Alors pour vous en convaincre, considérez donc l'autre matrice de passage qui est en fait la transposée. Et la transposée de P s'écrit donc TP,
je vais l'écrire là, hop. T de P, c'est la transposée, donc c'est R1, R2, R3, U1, U2, U3, et V1, V2, V3, qui est la matrice de passage de RUV vers XYZ. Donc en remplaçant ces matrices-là là-dedans, et en utilisant donc la formule de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On rappelle que ce sont des bases qui sont orthogonales. Du coup, si j'ai P fois transposé de P, donc P fois TP, transposé de P fois P, je vais avoir l'identité. Donc si je fais, si je remplace GS dans la base RUV, donc ce terme-là, dans cette équation-là, je vais avoir un premier terme à cause de l'identité ici qui sera TP fois identité fois P. Et là, c'est égal à TP fois P, c'est égal à identité. Donc déjà, je peux déjà écrire que GS, dans la base canonique, va s'écrire, donc ça je vais les effacer, hein, du coup, enfin, vous les gardez en tête, hein, je les resservirons après, mais elles sont faciles à retenir. Donc je vais écrire, bon tant pis, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais écrire que TP, GS est égal à identité, donc je vais écrire déjà I, hein. I c'est ça, plus bêta moins 2 moins 1, le tout entre parenthèses, fois TP fois 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, fois P. Donc vous avez compris que j'ai sorti en fait le bêta moins 2 moins 1 de là. Alors, ça, on va l'écrire un peu différemment, parce que 1 en haut à gauche, pardon, avec des zéros partout, c'est pareil que ça fois lui-même. Donc je vais écrire que ça, c'est pareil que ça. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, fois P. Et pourquoi je fais ça? C'est pour simplifier les calculs, tout simplement. Parce que du coup, ce qu'on voit, c'est que ici, TP fois cette matrice-là, ça va nous donner uniquement, pardon, TP fois cette matrice-là, c'est ici donc, ça va nous donner uniquement cette colonne-là. Et cette matrice fois P, ça va me donner uniquement cette ligne-là. Donc je vais avoir GS qui est égal à identité plus bêta moins 2 moins 1 fois, donc là j'ai mis cette colonne-là, donc R1, R2, R3, avec que des zéros partout après. Et ça que multiplie donc R1, R2, R3, avec que des zéros partout. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que ça ne dépend pas de U, enfin de U1, U2, U3 et V1, V2, V3. Ça dépend uniquement de la composante radiale. Et ça, enfin, on va trouver ceci, donc, que GS, c'est égal à identité plus bêta puissance moins 2 moins 1 fois, donc là c'est très facile du coup, hein, vous l'avez compris, donc ça fait R1 au carré, ensuite on va avoir ici R2 fois R1, puis R3 fois R1, ici on va avoir R1 fois R2, R1 fois R3, enfin ici donc R2 carré, R2, R3, et enfin en bas donc R3, R2, et ici R3 au carré. Donc voilà ce qu'on obtient comme métrique en passant de la base RUV à la base canonique XYZ. Donc ça, on va l'écrire un peu différemment. On va écrire que GS de IJ, en forme condensée, ça va donner donc
delta IJ plus bêta moins 2 moins 1 fois RI RJ. Donc ça, c'est la forme condensée du changement de variable. Pardon. Très bien. Donc, grâce à ça, en fait, on va maintenant regarder si on a un potentiel qui est infinitésimal, on va voir ce que devient la métrique. Et le but après, ce sera de combiner les influences de chaque potentiel infinitésimal pour avoir la métrique finale. C'est simplement ça. Tout en gardant le fait que, par invariance de l'énergie apparente du vide, on doit toujours avoir que le déterminant de la partie spatiale, c'est 1 plus phi sur C2, le tout puissance moins 2. Donc c'est parti. Donc là, on n'a plus du tout besoin de ça. Hop, je vais passer tout ça. Hop. Tac. Très bien. Donc là, maintenant, on se met dans le cas où on a une distribution de matière quelconque. Donc je vais le dessiner comme ceci. Tac. Donc j'ai de la matière partout là-dedans. Et donc chaque élément de matière va avoir son influence sur la courbure spatiale en ce point-là. Donc ici, par exemple, eh bien, l'influence sera radiale dans cette direction-là. Le ER, je vais l'appeler donc ER1 ici, si je mets si je dis que ça c'est l'élément numéro 1, je vais dire que ça c'est l'élément numéro 2. Donc là, si je fais ça, je vois donc ici ER2 et ainsi de suite. Donc chaque élément va contribuer à la courbure spatiale au niveau de ce point-là. Alors ça, comment est-ce qu'on va l'écrire? Ce qu'on va dire, c'est que on va prendre cette formule-là et prendre β-2 dans le cas où on a un potentiel infinitésimal. Donc on va écrire bêta puissance moins 2 est égal à 1 plus phi sur C2, le tout puissance moins 2. Et là, on va plutôt mettre pas phi, mais dφ. Du coup, ici, on va avoir, là c'est un développement limité très simple, hein, donc ça fait 1 moins 2 dφ sur C2. Donc du coup, bêta moins 2 moins 1, c'est égal à, là je vais l'écrire, bêta moins 2, pour ne pas faire une ligne de plus, hein, ça prend de la place sur le tableau, bêta moins 2 moins 1, donc c'est ça moins 1, ça va donc nous donner ça moins 1, donc j'efface le 1. Très bien. Ça, on va le mettre dans l'équation. Et donc là, vous voyez que en faisant ça, je vais donc avoir ici, donc infinitésimalement, ma métrique c'est GS de IJ qui est égal à delta IJ plus, enfin plutôt là, en l'occurrence c'est moins 2 delta phi sur C2 fois RI RJ. Très bien. Et donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'intégrer en fait les déformations infinitésimales sur l'ensemble. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est écrire que, je vais le réécrire, enfin finalement ça me donne, hop, je vais laisser un peu d'espace pour comprendre ce que je veux dire. Donc ça va me donner donc plus l'intégrale de ça, moins 2 dφ sur C2 RI RJ et que j'intègre. Donc finalement, ma métrique qui va correspondre donc à une déformation de l'espace qui prend en considération toutes les contributions de la distribution de masse aura une forme un peu similaire à ça. Sauf que là, on n'est pas garanti, donc là il y a deux problèmes en fait, on n'est pas garanti que ça sera un déterminant qu'il faut, donc pour le conserver, le déterminant qui soit égal donc à 1 plus phi sur C2, le tout puissance moins 2, qui est donc dû au principe d'invariance de l'énergie apparente du vide, il suffit de mettre un paramètre de renormalisation.
lambda. Très bien. Donc là, vous avez compris que on parcourt donc le volume, je vais appeler V, et à chaque volume infinitésimal, on va associer donc un potentiel infinitésimal, et à chaque volume infinitésimal sera aussi associé un jeu de paramètres des vecteurs radiaux différents. Donc là, je pourrais m'arrêter ici et dire que c'est bon. Voici donc la métrique comme promis. Sauf qu'il y a un petit problème, qui est le fait que les lignes droites ici, elles peuvent être plutôt courbées. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais très bien avoir comme ligne droite, non pas ça, mais un potentiel qui va viser donc le point ici, dans cette direction-là. Donc la ligne droite serait courbée ici. Et donc mon vecteur ER radial ne correspondrait pas précisément à une ligne droite. Donc ça, on peut se dire qu'on peut le cacher en fait dans le R1, dans le RJ, enfin dans les RI ici, là, qui auront donc une forme qu'on doit donc établir un peu différemment. Ce n'est pas une forme qui est triviale, mais une forme un peu différente. Sauf que ça ne suffit pas de le cacher comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer qu'en fait, j'ai plusieurs lignes droites qui sont similaires, qui vont aller viser le même point. Et dans ce cas-là, je dois prendre quel vecteur radial? C'est un peu compliqué. Disons que le vecteur radial, ce n'est pas une fonction injective du point sur lequel on est. Donc, afin de pallier à ça, il suffit simplement en fait, d'inverser le problème. Ce qu'on va dire, c'est que on va regarder la distribution angulaire de potentiel. Donc, on va se fixer un cône d'angle solide, comme ceci, et on va regarder, pour ce cône, quel est le potentiel. Donc là, on va dire que c'est la direction sigma. Alors, là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce cône-là pourrait être courbé. Ça ne change absolument rien au raisonnement. Donc là, imaginons que ma ligne droite n'est pas aussi droite que ça, qu'en fait, c'est une courbe, comme ceci. Vous voyez que en fait, l'angle solide ne change pas. C'est un angle solide dans la direction sigma. Et je prends donc le potentiel qui est ici. Donc il s'agit là d'un formalisme qui est bien plus adapté au fait que l'espace est courbé. Donc en faisant ça, on va juste écrire que, en fait, dφ, c'est égal à une distribution de potentiel par unité d'angle solide, phi de sigma, fois d sigma. Et là, du coup, on a enfin l'équation finale, GSIJ, qui est égale à delta IJ plus lambda intégrale de moins 2 phi de sigma sur C2 fois RI de moins sigma, parce qu'en fait, la direction radiale, c'est moins sigma, vous l'avez compris. RJ de moins sigma, et d sigma derrière. Je vais le réécrire parce que c'est très important, et là, j'ai pas assez de place, donc c'est pas très joli. Donc je reprends. GS de IJ, donc je vais aller vite cette fois-ci, est égal à delta IJ, plus lambda intégrale, cette fois-ci sur l'angle solide, donc sur la sphère d'angle solide, donc sigma, de moins 2 phi sigma sur C2, fois RI de moins sigma, RJ de moins sigma, d sigma. Très bien. Alors évidemment, la coordonnée i de moins sigma, c'est moins la coordonnée i de sigma. Idem ici, donc je peux sortir les moins dans ce moins fois moins est égal à plus. Hop, donc voilà. Et vous avez ainsi l'équation finale de la métrique spatiale. Donc, ce terme-là, en fait, donc du coup, au final, ça ressemble à ça. La forme finale qu'on a obtenue, c'est de la forme, donc, GS de IJ est égal à
delta ij plus lambda bij. Où bij est égal à ce terme-là. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça en réalité. Et ces équations donc remplacent les équations de Einstein. Et donc permettent de rendre compte de la métrique de Schwarzschild. Tout simplement parce que dans le cas d'une distribution ponctuelle, en fait, on aurait donc un Dirac, enfin, en gros, on aurait juste l'unité lorsque sigma correspond à la direction dans laquelle on voit la distribution ponctuelle. Donc voilà, on a terminé avec donc, la métrique spatiale. Donc cette métrique complète en fait la théorie de la gravitation disruptive, dans le sens où on a déjà vu avant le Lagrangien, qui est le Lagrangien d'une force capable de courber l'espace-temps. On avait vu déjà le paramètre G00 de la métrique, donc G00 est égal à 1 plus phi sur C2, le tout au carré. La métrique G total, c'est de la forme G00 et ici moins GS. Voilà. Et qu'est-ce qui manquait? Oui, donc le Lagrangien, du coup, pour compléter, pour en finir complètement avec la théorie. Donc on avait dit le Lagrangien, hop, c'est moins MC racine de G mu nu X mu X nu moins M phi avec M est égal à M0 divisé par 1 plus phi sur C2. Et là, donc, pour compléter, pour prendre en compte les effets gravito-électromagnétiques, il faut considérer la gravitation, alors, dans une approximation newtonienne comme étant l'analogue, enfin les équations de Maxwell. Donc dans le cas général, il ne faut donc pas considérer un simple potentiel gravitationnel, mais il faut considérer le quadrivecteur potentiel. Donc là, on va écrire non pas phi, mais on va écrire x point mu, g mu. Alors évidemment, ce sont des coordonnées contravariantes, donc les mu et le nu doivent être en haut, mais c'est plus joli de les écrire en bas, et c'est d'ailleurs la façon dont Einstein écrivait ça. Très bien, donc là on a la théorie complète. Avec ça, on a une théorie qui rend compte de absolument tous les effets non prévus par Newton, l'effet Lens-Sirine, l'effet géoélectrique, les contractions de l'espace, le ralentissement du temps. Tout est inclus dans ces équations-là, qui sont, il faut bien l'avouer, beaucoup plus simples que les équations de Einstein de la relativité générale. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir, donc, dans les prochaines vidéos plutôt, nous verrons l'aspect cosmologique, donc comment sont établies les équations de cosmologie en gravitation disruptive, et nous verrons aussi les différents tests possibles de la gravitation disruptive. Donc des tests qui pourront sans équivoque différencier, enfin arbitrer entre la relativité générale et la gravitation disruptive. Donc voilà, à bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.